Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Cissé Kandao. Il est l'auteur de l'ouvrage Fureur de vie, passion de pouvoir. Cissé, merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour Sadir, c'est un plaisir de répondre à cette invitation, effectivement, et d'échanger avec vous autour du roman. Titre intriguant, Fureur de vie, passion de pouvoir. Effectivement, et d'ailleurs, ce titre à lui seul résume peut-être beaucoup de choses qui tournent autour de la thématique du roman. Et vous pouvez même intervenir les mots, vous en reviendrez toujours au même sens. La vie dans toute sa fureur, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de ce qui échappe un peu à la conscience, tout ce qui échappe à l'esprit et tout ce qui s'exprime, disons, de manière violente, de manière spontanée et qui est nourri, qui est suscité, qui est inspiré par le désir, la volonté de percer, de réussir à toute vitesse ce qu'on veut avoir. Et tout ceci, n'est-ce pas, mais en étant prêt à faire tous les sacrifices possibles et imaginables. Et donc c'est une passion qui est différente un peu de la passion de Christ, à l'issue de laquelle il a accédé à la félicité divine. Cette passion-là, c'est une passion dévorante qui écarte l'homme du droit chemin et qui, une fois qu'elle a été assouvie, n'est-ce pas, laisse désastre, laisse sinistre, laisse perdition, laisse souffrance, laisse désolation. Et donc, il y a le terme central vie, parce que ça concerne le destin des personnages qui s'activent dans le roman. Et tout ceci tourne autour d'une thématique centrale qui est la conquête du pouvoir. Au regard de la couverture, on a tendance à croire que le destin est le souffle d'une main divine qui balance et contrebalance l'être humain. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, vous avez bien vu, il y a ce personnage-là qui est présenté avec sa main. Et il y a une marionnette. Donc, il y a une main invisible qui semble tirer les ficelles, n'est-ce pas? Et ça, c'est donc le hasard du destin qui est représenté par cette main. Cette main étant peut-être, disons, celle de l'accomplissement de la destinée des personnages en tant que tel. Bon, ça relève du hasard, ça relève des circonstances. Toujours en est-il qu'un personnage dont le destin s'accomplit de manière tragique, n'est-ce pas, est toujours sous le signe de ce que l'on appelle le fatum. C'est-à-dire tous les actes que pose le personnage concourent à l'accomplissement de son destin, même si quelque part il veut y échapper. Et c'est la raison pour laquelle cette main sur la couverture représente effectivement le destin qui tire les ficelles et qui ne les fait pas par hasard. Parce que comme disait l'autre, il n'y a pas de hasard, il y a des rendez-vous. Donc il y a des rendez-vous dans le roman d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, autour de la conquête du pouvoir, et un chemin qu'ils prennent ensemble comme un chemin de croix, mais dont la destinée est tragique. La vie d'Abdoulaye Thiam bascule après le décès ou l'assassinat de son épouse. Néanmoins, ça ne l'a pas empêché de devenir président de la République, encore qu'il était un opposant farouche. Tout montrait qu'il ne pouvait pas l'être. Tout montrait qu'il était contrebalancé par le choix d'un pouvoir obscène, mais il y est arrivé. Qu'avez-vous voulu montrer à travers l'itinéraire d'Abdoulaye Thiam? Bon, beaucoup de messages. Effectivement, Abdoulaye Thiam, bon, vous l'avez dit, il va finir Premier ministre. C'est Yassine Fall qui sera président. Mais vous avez vu, vous êtes parti d'un événement déclencheur, qui est l'assassinat de son épouse. Balzac disait que derrière chaque grande fortune ou chaque belle réussite, souvent il y avait un crime bien caché. Pourquoi? Parce que bien perpétré. Donc le crime rituel ou le crime réel, entre guillemets, en politique, n'est-ce pas, concourt à l'accomplissement de la destinée. C'est pas pour rien que Churchill disait qu'en politique on pouvait être tué et renaître plusieurs fois. Donc les contingences du pouvoir, les sacrifices qu'exige le pouvoir pour y accéder, tout ça est schématisé à travers cet assassinat qui sera effectivement l'élément central qui va propulser Abdoulaye Thiam au devant de la scène, parce qu'il va lui permettre justement de mettre en œuvre tout son talent, toute son expérience, tout son carnet d'adresses, adossé aux moyens financiers dont il manquait et auxquels il va accéder grâce à l'héritage de son épouse une fois disparue. Et donc effectivement, vous avez vu, son destin est représentatif
n'est-ce pas, du titre du roman. Pourquoi? Parce qu'il va finir, comme vous l'avez dit, Premier ministre du pays, mais toujours en est-il qu'au moment où il aura obtenu l'objet de sa quête, maintenant c'est à partir de là que tout va tomber en déliquescence. Exactement. Finalement, lui-même, il se questionne sur qui il est, et il vient d'être rattrapé par sa conscience. Et à la fin, c'est un homme qui est au pouvoir, mais c'est un homme aussi qui est quasiment sur le déclin. Il est arrivé au sommet de la montagne comme Moïse, il a aperçu la terre promise, mais certainement il risque de ne pas faire partie de ceux qui y accéderont. Pourquoi? Parce que justement, ce qu'il a sacrifié pour y être va forcément le rattraper. Il ne va pas échapper justement à beaucoup de choses, et on pressent que tout ceci donc va venir lui créer un monde d'adversité et de rivalité dans lequel il risque de perdre sa position. Le président Tcheya Silva, justement, ne voulant pas être un dommage collatéral par rapport aux principes autour desquels il a bâti sa campagne. Et c'est ça aussi la réalité de la politique. Les gens, quand on veut conquérir le pouvoir, on met tout le monde dans le panier. On a besoin de l'apport de tout le monde. Et chacun y vient avec son investissement personnel, que ce soit humain, que ce soit immobilier, que ce soit financier, en espérant gagner quelque chose. Finalement, qu'est-ce qui est positif? C'est qu'il y a eu changement. Et on voit aussi quel est le hasard ou bien la fragilité des compagnonnages politiques. Et qu'est-ce qui fait basculer les rapports humains dans un sens comme dans l'autre, du pouvoir à l'opposition. Tout est parti d'une mort tragique d'enfant, celui de Sancho, le ministre des Finances, qui va tenir pour responsable Abdoulaye Thiam. Pourquoi? Parce que c'est son véhicule qu'il conduisait. Et c'est à partir justement de cette amitié qui est rompue par la mort d'un enfant violeur, n'est-ce pas, et qui en est sorti impuni, comme rattrapé lui aussi par la colère de Dieu, que la relation entre Abdoulaye Thiam et Sancho va basculer, n'est-ce pas, et Sancho va être obligé maintenant lui aussi, par revanche, n'est-ce pas, de combattre Sancho pour laver un peu l'affront qu'il lui a fait à l'issue de sa rupture fracassante, justement à des occasions comme ça. Vous êtes parti de Ziguinchor. La situation géographique du livre, pourquoi ce choix vers le sud? Bon, comme le disait Birago Diop, le jeune qui a vécu, qui a fait 100 villages est l'égal du vieux qui a vécu 100 ans. Donc je me suis rendu compte avec ce roman effectivement que l'expérience humaine, l'expérience personnelle comptait pour beaucoup dans l'inspiration et dans le processus de création littéraire. Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez vu, je ne parle pas de Ziguinchor par hasard. C'est une région que j'ai connue il y a déjà 20 ans, quand je suis allé corriger le bac. C'est une région aussi que j'ai fréquentée pendant longtemps quand j'étais à la primature, parce que je représentais l'institution dans un programme de développement de la région. J'ai eu l'occasion de fréquenter cette région, de la connaître et d'appréhender un peu ses enjeux. Et personnellement aussi, je me suis rendu dans des endroits qui m'ont profondément marqué par la manière dont les gens vivent et les rapports humains. Et donc il y a quelque part en Casamance des valeurs, des vertus. Bon, je ne dirais pas un art de vivre, mais une manière de vivre, n'est-ce pas, qui est authentiquement attachée à l'essentiel même, sans superflu, et qui fait que donc quand vous y allez, vous voyez combien la nature est préservée, combien les hommes se suffisent de ce qu'ils ont, et l'humilité qui anime les rapports humains là-bas. Vous voyez des gens qui sont des abîmes de science et qui passent inaperçus, tellement ils sont bien insérés dans leur village. Et donc c'est la raison pour laquelle, bon, en écrivant ce roman, je souhaitais un peu aussi rendre hommage à cette belle région que j'ai découverte, mais aussi partir de ces valeurs et de ces vertus que j'y ai découvertes, justement pour y adosser l'histoire de Salimata Diatta et poser aussi des problématiques sociales qui sont propres à ce terroir. Voilà. D'ailleurs, j'allais y venir parce que on sent nettement, autant vous avez essayé de faire la description de la zone, peut-être eu égard à votre attachement, à votre histoire à vous, que vous avez essayé de représenter pour rendre hommage à la région, mais on y sent également la couverture sociale qui rime toute l'écriture de cette partie. Socialement, qu'est-ce qui vous a marqué? Vous avez été heurté? Vous avez été fasciné? Vous avez été impressionné par cette région? Ah oui, parce que comme je vous l'ai dit, bon, quand je suis allé à titre personnel,
j'ai découvert des hommes de science, de savoir. Et tout ce qu'ils utilisent pour guérir ceux qui viennent les voir là-bas, mais ils le prennent de la nature. Et ils ont un rapport respectueux avec la nature, comme si la nature était un être vivant qui était en communication avec eux. Par exemple, ils vous diront, je dois aller chercher telle plante, mais je dois aller les chercher tel jour. Et pour aller les chercher tel jour, il faut que j'attende telle heure. Donc c'est comme s'il y a une communication, une fusion avec la végétation, la nature, qui leur permet d'en extraire la substantifique moelle, comme pour parler par image. Et ce rapport-là est fait de respect et de vénération. Donc l'attachement à la nature en Casamance est un attachement authentique qui élève la nature au rang quasiment de divinité, avec laquelle ils sont en interaction. Et ça, c'est important. Et c'est la raison pour laquelle, mais vous voyez des zones là-bas mais qui suscitent un vrai élan d'espoir. Moi, j'ai vu des malades en situation de quasi-désespérance que j'ai rencontrés dans ces coins, mais venir retrouver la joie de vivre, venir retrouver la santé, venir découvrir justement le rapport humain dans leur authenticité, sans autre fondement, n'est-ce pas, que le simple plaisir de respecter l'autre, d'être en contact avec l'autre, des sentiments, bon, disons, positifs. Et c'est ce qui réjaillit aussi à travers l'amitié entre Salimata Diatta et Mariama Sylla. Mariama Sylla a grandi avec elle. Pourquoi? Parce que son père avait demandé à celui de Mariama Sylla de la laisser tenir compagnie à sa fille. Et ce qu'il a fait pour sa fille, c'est ce qu'il a fait pour Mariama Sylla. Et aussi, vous avez vu Momo, le fils de feu Salimata Diatta, au contact de cette nature, au contact de ces gens. Il y était parti pour se soigner, mais il a trouvé l'amour. Il était parti parce qu'il ne connaissait plus comment se positionner dans sa vie. Il a trouvé une femme qui lui a donné une raison de vivre et qui lui a ouvert les yeux sur qu'est-ce qui était important dans la vie. Donc, tous les repères qu'il avait perdus, tout ce qu'il n'avait pas eu le temps peut-être d'apprendre par son éducation, il a rencontré des gens qui l'ont initié à ce rapport humain, à ce rapport sain. Et c'est justement à l'issue de toutes ces expériences que Momo choisira finalement, n'est-ce pas, d'épouser la religion traditionnelle casamançaise. Exactement. C'est ce que les gens vous disent là-bas. Ils vous disent que oui, nous, même si on ne peut pas dire que nous ne croyons pas en Dieu, mais nous ne croyons pas en Dieu avec la manière dont les gens croient en Dieu. Parce que nous, notre relation fondamentale à la divinité, c'est que nous avons un profond respect du sacré. Parce que nous savons qu'est-ce que le sacré. Voilà, et donc ce rapport avec la nature est basé sur le sacré. Et c'est la raison pour laquelle ils revendiquent leur religion traditionnaliste, comme ils l'appellent entre guillemets. Et tout ça, ce sont des valeurs à respecter. Et quand vous allez en Casamance, par exemple, au contact des gens qui sont initiés, au contact des gens qui ont ce rapport, vous découvrez qu'ils ont toutes les raisons d'avoir cette conviction, parce que ce n'est pas quelque chose qui est théorique, mais c'est un rapport fusionnel qu'ils entretiennent au quotidien avec justement leur espace de vie, et avec la nature, la forêt et la végétation. À la découverte du commissaire, le commissaire Dieng Diam Kitan, vous avez tendance à montrer une partie également de ce que pourrait représenter la face, certes, hideuse de l'homme, mais également combien aujourd'hui notre justice a en quelque sorte les épaules frêles. Était-ce un choix ou bien était-ce une revendication en plaidoyer? Bon, je crois que tout le roman est un plaidoyer. Parce que le roman, il est bâti autour de trois idées essentielles. La première idée qui explique l'architecture esthétique que j'ai utilisée pour écrire le roman. Nous y reviendrons d'ailleurs. C'est donner à voir, pour reprendre un peu les surréalistes. Et la deuxième idée, qui sous-jacente, qui est à l'origine justement de ce roman, c'est la célèbre phrase de Sony Laboutansi dans La vie est demie. J'invente un poste de peur en ce vaste monde qui fout le camp. Il faut que les gens reviennent à la raison et qu'ils voient quelle est la réalité dans laquelle ils baignent. Et c'est ce qui justement nous renvoie à la troisième thématique qui est à l'origine de ce roman. Une idée qui dit que le romancier est l'historien du présent et l'historien est le romancier du passé. Donc en tant que romancier, historien du présent, je dois donner à voir à mes compatriotes, à l'Afrique, quelle est la réalité dans laquelle nous baignons, parce que notre monde est en train de foutre le camp.
Et si c'est le cas aussi, il faut justement se dire que c'est parce qu'il y a des valeurs fondamentales qui sont en train de se perdre. Ce qui existe en Casamance est à mettre en étroite contradiction avec la manière dont les gens vivent à Dakar. Exactement. Telle que décrite par Salimata Diatta. Et aussi, par rapport à la justice, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a une justice à deux vitesses. Et l'injustice commence dans les familles par la manière dont on protège les enfants quand ils commettent des bêtises. Ceux qui sont morts dans ce roman, mais ils ont violé une pauvre innocente. C'est leur mère qui est allée payer. Et quand cette fille est morte, les parents ont pris le relais pour les préserver aussi et payer le prix du sang à la famille éplorée. Et c'est à partir de là justement que vous avez vu. L'autre disait que ne pas apprendre à un enfant à dire non à la drogue, c'est le laisser lui dire oui. Et dans le cas d'espèce, il finit toujours à la tombe, que ce soit de manière violente ou que ce soit par une overdose. Ces jeunes sont décédés comme ça, bêtement, parce qu'il y a l'absence d'éducation sur le bien, le mal, le respect de l'autre, le rapport à l'autre. Et c'est cela qui continue durant tout le temps du roman. Et il prend son acmé, disons, la plus haute forme d'injustice, c'est que l'injustice ou l'absence de justice est favorisée par le rapport au pouvoir. Les gens sont prêts à piétiner la justice quand il s'agit de servir leurs propres intérêts. Voilà un assassin que Djekdjam Kitan a attrapé et qui a été libéré parce qu'il y a des raisons politiques qui font que le temps de la politique n'étant pas le temps de la justice, il faut affaiblir la justice, ranger la justice, piétiner la justice pour préserver la paix sociale au prix de l'intérêt politique. C'est dangereux, cette manière de vivre dans une société. Si c'est quand, lorsqu'on vous écoute, l'on sent nettement, peut-être, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un plaidoyer d'un acteur qui vit en société, qui sans doute subit les faits et gestes de la société. Aujourd'hui au Sénégal, comparativement à ce que vous avez écrit, la politique, le pouvoir chez les hommes, au final, n'est-elle pas la politique un piège chez les hommes? La politique, c'est un piège pour certains, mais pour ceux qui tirent les ficelles, c'est le piège aussi pour attraper les autres et se servir. Et c'est pourquoi c'est devenu une arme dangereuse, la politique. Tout tourne autour de la politique, tout trouve ses origines dans la politique, tout se rapporte à la politique. Et c'est parce qu'il y a des intérêts suprêmes autour de cette politique-là que finalement notre société est déstructurée. Regardez ce qui se passe. Le président de la République qui s'interroge. Pourquoi? Parce que son pouvoir, il l'a distribué à ses amis. Exact. N'est-ce pas? Les marabouts en ont profité. Certains ont eu leur villa, d'autres beaucoup de terrain, d'autres voilà. Comme ça se passe chez nous. Voilà, c'est la réalité. C'est comme ça que ça se passe. On sert ceux qui peuvent mettre, disons, du sable dans le couscous pour qu'ils vous donnent la paix. Et ensuite, maintenant, il faut servir ses proches. Et finalement, tout le monde s'enrichit, tout le monde existe, tout le monde peut prétendre à une place dans la société selon qu'il est proche ou éloigné du pouvoir. Et c'est dans le cas où, par exemple, on le perd, justement, que la plupart du temps, on se révolte pour aller le reconquérir parce qu'on sait que quand on le touche, on touche le Graal. Et ça me rappelle un peu l'image de cet écrivain-là qui disait que l'homme, c'est un âge déchu qui est tombé du ciel, qui est tombé sur terre et qui se souvient des cieux. Donc tous ceux qui sont déchus en politique et qui retombent dans l'anonymat ont toujours envie de retourner au pouvoir parce qu'ils se souviennent de ce qu'il y a là-bas. Et forcément, tout le monde s'enrichit avec le pouvoir. L'une des conséquences de cet état de fait, c'est qu'on ne se développe jamais. On ne se développe jamais. Parce qu'au lieu de créer de l'emploi, au lieu de créer de la richesse à partir de l'entrepreneuriat, chacun préfère aller têter les mamelles de l'État. Et l'État devient une source de redistribution des richesses qui ennoblit, qui enrichit, et c'est de l'argent plus facilement gagné que d'aller entreprendre. Donc finalement, tout le monde va à la politique. Comme le peuple de Dieu, n'est-ce pas, une fois ayant quitté l'Égypte, et sur le chemin de la terre promise, attendez de Dieu chaque jour qu'il lui serve la nourriture. Au Sénégal aussi, nous sommes un peuple à la recherche de la terre promise qui est le développement économique et social. Mais au lieu d'aller travailler, nous attendons toujours du pouvoir, n'est-ce pas? Bon, de quoi vivre. Et donc, forcément, le rapport à la politique, il est fondamental parce que c'est le levier qui fait bouger les choses. Je rappelle juste, chers téléspectateurs, que notre invité du jour est Cissé Kanda. Il est professeur de lettres de formation.
Après 10 ans d'enseignement, il embrasse une carrière de cadre dans les collectivités locales du Sénégal, en qualité de secrétaire général de conseil régional avant d'intégrer la primature, en tant que conseiller technique en charge de la décentralisation. C'est un homme politique engagé dans la promotion de la démocratie et de l'état de droit. Nous allons parler, si c'est du style dépouillé que vous avez utilisé, du style métaphorique, ce choix d'écriture, le style d'écriture. Pourquoi ce choix de style dans ce roman? Oui, parce que quand j'ai décidé d'écrire ce roman, la première question que je me suis posée, c'est qu'il ne s'agirait pas pour moi vraiment d'écrire un roman selon le style traditionnel. Situation initiale, éléments perturbateurs, transformation, situation finale, épilogue. Non, c'est ces chemins vraiment, qui ont été usés par autant d'écrivains. Il fallait aller dans un autre sens. Parce que l'acte d'écrire d'abord, c'est un acte de création. Exact. Et la création, pour qu'elle soit intéressante, il faut qu'elle interpelle, qu'elle interroge, qu'elle suscite l'attention et finalement qu'elle obtienne l'adhésion de l'autre. Écrire, pour moi, c'est une communication. Et quand on communique avec quelqu'un, bien forcément, c'est parce qu'il y a une interaction. Donc l'acte d'écriture que j'ai utilisé à travers ce roman, je l'ai voulu, une co-création, une communication, une interaction. C'est la raison pour laquelle ce roman, comme vous l'avez dit, il est écrit dans un style dépouillé qui est peut-être en étroite contradiction avec tout ce qui se faisait jusque-là. J'y ai tenu parce que, bon, peut-être aussi par ma formation, j'ai eu une idée de la manière dont les choses se sont passées en littérature. J'ai travaillé dans le cadre de mon mémoire de maîtrise sur un sujet qui portait le titre de Évolution sociale et nouvelles écritures romanesques. Et à l'époque, j'avais travaillé sur un corpus où il y avait justement Soni Laboutansi, où il y avait Boubacar Boris Diop avec le temps de Tamango, où il y avait aussi Tchorné Monenembo. Donc, le roman africain, dans son cheminement, était arrivé à un moment où, concomitamment aussi à l'évolution de l'histoire politique africaine, les élites intellectuelles qui étaient dans l'opposition, dans le cadre du parti unique aussi, et justement de l'époque où il y avait la répression des élites intellectuelles, il devait qu'ils portent un message de contestation des réalités politiques issues de l'après-indépendance, mais aussi un message de contestation qui leur permettrait d'atteindre le public, de parler des réalités qu'ils veulent dénoncer, mais tout en aussi se garantissant pour certains les moyens de pouvoir survivre et d'échapper justement à ces pouvoirs dictatoriaux qu'ils dénonçaient justement. Et donc la subversion de l'art romanesque qu'ils ont opéré à l'époque pour dénoncer les réalités sociales dans lesquelles ils étaient, cette subversion de l'art romanesque reposait aussi sur un processus de contestation qui était propre au langage de leur époque. Il faut aussi pour notre génération qui est confrontée à une autre réalité qui est différente de celle-là, que nous ayons aussi une autre approche de la création romanesque. Et c'est la raison pour laquelle moi, je n'ai pas voulu dans mon roman être dans les descriptions traditionnelles. Voilà d'où il était grand, il était beau, il était élancé, il avait les yeux bridés, il était ceci, il était cela. Non, nous sommes dans l'action. N'est-ce pas? Nous ne sommes plus à l'époque où Senghor disait que nous étions les hommes de la danse. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous devons être des hommes d'action. Et être un homme d'action, c'est se dépouiller du superflu pour aller vers l'essentiel. Et cet essentiel vers lequel nous allons, c'est l'action. C'est la raison pour laquelle tout ce roman est écrit à la première personne. Pourquoi? Parce qu'il faut que les gens agissent et que les gens cessent de parler seulement. Mais derrière aussi, cette philosophie, n'est-ce pas, qui sous-tend le processus de création romanesque, j'ai tenu à ce que ces personnages-là, en représentation, interpellent le lecteur par rapport à leurs actions, à telle enseigne qu'une fois que le lecteur aura fini de prendre connaissance avec ce personnage, mais qu'il se pose la question, mais finalement, ce personnage-là, qui il est? Et il va se représenter ce personnage en fonction des actes qu'il a posés. Et à partir de là, il se l'imaginera. C'est important parce qu'il faut que chacun en lisant puisse se dire ce que ce personnage-là fait me renvoie à telle personne. Ce que ce personnage-là dit me renvoie à telle personne. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que ce roman, il donne à voir. Ces personnages qui utilisent le jeu, il faut voir ce jeu comme le jeu du poète hugolien. Quand il disait que quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. Ces personnages qui parlent d'eux, mais nous parlent de nous. Et c'est la raison pour laquelle il y a derrière toute cette philosophie de la création romanesque qui sous-tend donc ce processus et que j'ai schématisé en disant que ce roman, il donne à voir.
Cissé Kane, c'était un plaisir de vous avoir reçu dans cette émission. Je vous remercie et je vous souhaite aussi une excellente journée. Une très belle émission, vous l'avez suivie avec un professeur de français et de lettres, mais ça ne pouvait être qu'ainsi. C'est un plaisir d'avoir partagé avec vous ce plateau. Je rappelle que cet ouvrage est disponible ici à la librairie L'Harmattan Sénégal, mais également sur Amazon et sur le site de L'Harmattan France. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.